Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par Data Legal Drive et BIMI. Il est donc 11 h heure de ce webinaire. On va attendre encore quelques petites secondes que tout le monde puisse nous rejoindre et se connecter à l'événement. Vous aurez donc... Alors, j'ai juste la présentation que je ne vois plus à l'écran, mais on y arrive. Alors... En attendant de vous lancer donc le support de présentation, quelques petites informations pratiques. Vous avez un onglet de questions-réponses dans la conversation. Vous pouvez poser toutes vos questions. On répond donc à toutes vos questions à la fin de l'événement. Tous nos interlocuteurs seront là pour vous répondre. Vous aurez également un email à la fin de cet événement avec un lien vers le replay. Et puis, on vous mettra à disposition évidemment le support de présentation que vous allez donc voir à ce moment-là. On attend encore quelques petites secondes que tout le monde puisse nous rejoindre. Et donc, je vous dis à tout de suite et ensuite, on démarre ensemble. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Donc, vous êtes en train de nous rejoindre et on vous voit se connecter. Donc, merci de nous rejoindre au webinaire organisé donc, par Data Legal Drive et BIMI. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est celui de comment détecter et gouverner la conformité RGPD au sein de votre écosystème SaaS. On va vous donner toutes les informations utiles et pratiques. En attendant de débuter cet événement, quelques petites informations pratiques. Donc, vous avez un onglet questions-réponses où vous pouvez poser toutes vos questions. L'idée, c'est qu'on y réponde et on prenne le temps de répondre à toutes vos questions à la fin de cet événement. Donc, surtout, n'hésitez pas également à partager vos retours d'expérience si jamais vous le souhaitez. Donc, pour ce webinaire, vous aurez en présentation Andrea Jacquemin, qui est fondateur de BIMI, Julie Darnaud, qui est DPO de Fnac Darty, Florian Grabi, qui est responsable grand compte chez Data Legal Drive, Damien Legoff, qui est DPO groupe délégué de la Banque Postale, et puis Fabien Chenal, qui est directeur juridique chez l'UMAPS. Chacun d'entre eux, évidemment, reviendra très rapidement sur son parcours. Au programme de cet événement que je vais vous présenter, donc on aura une petite présentation donc, de Data Legal Drive et de BIMI en introduction. Chacune des entreprises que sont Fnac Darty, la Banque Postale et l'UMAPS vous feront un retour d'expérience et témoigneront de leur expérience. Et puis ensuite, on vous présentera donc des outils qui sont performants et totalement adaptés pour la conformité RGPD de votre écosystème SaaS. Et puis, nous prendrons évidemment donc, ce temps de questions-réponses. Je vous souhaite un très bon événement et donc je laisse la parole et la main à Florian Grabi, responsable grand compte chez Data Legal Drive. À tout à l'heure. Merci Floriane, bonjour à tous, donc enchanté, Florian Grabi, moi je m'occupe du développement de l'activité commerciale chez Data Legal Drive et je voulais très rapidement dans un premier temps vous dire quelques mots sur Data Legal Drive, mais
Bref, notamment pour que nos clients et BIMI puissent apporter leur retour d'expérience sur le déploiement des solutions. Donc, quelques mots sur Data Legal Drive. Donc, c'est une structure qui a été créée en 2018, à l'origine, qui a été pensée sur la base de l'expertise d'un cabinet d'avocats. Ce cabinet d'avocats, c'est le cabinet Staub et Associés, qui ne travaillait que sur des problématiques en fait de données personnelles, hein, bien avant même l'entrée en application du RGPD. Et Sylvain Staub, le fondateur de ce cabinet, n'ayant pas trouvé d'outils sur le marché, étant capable de répondre de manière satisfaisante à sa problématique de gestion des données et d'un outil pour pouvoir accompagner ses clients, a développé sa propre solution. Cette solution, répondant très bien à la fois à son cabinet d'avocats et les clients finaux demandant eux-mêmes à faire l'acquisition de cette solution, c'est de là qu'est née la structure Data Legal Drive. Donc très rapidement, au regard des succès commerciaux que Data Legal Drive a rencontrés, le groupe Lefebvre-Sarrut, que vous connaissez au travers des marques notamment Éditions Législatives et Dalloz, s'est rapproché de nous pour une première levée de fonds pour justement structurer notre développement et accompagner cette dynamique de croissance, à la fois d'un point de vue capitalistique, mais également pouvoir transformer Data Legal Drive en un outil de pilotage de l'activité du DPO, à la fois avec son contenant pour structurer ses registres, ses exercices de droit, ses violations, sa documentation, mais faire de la plateforme un outil également de contenu, pour pousser dans la solution à la fois la veille juridique qui pourrait provenir des éditions législatives, le code de la donnée personnelle et également des modèles de documents pour permettre à une structure, justement, dans le cadre de ce chantier de mise en conformité, d'accéder directement dans la plateforme à l'ensemble de cette documentation métier. Une seconde levée de fonds a été réalisée fin mars dernier. L'objectif de cette seconde levée est à la fois de pouvoir accélérer notre développement à l'international. On a aujourd'hui des utilisateurs de Data Legal Drive dans 20 pays et avec une démarche qui jusqu'à présent était relativement, pas très proactive, et justement on va structurer ce développement à l'international en accompagnant nos clients, notamment avec des entités dans plusieurs pays européens. Voilà. Donc la structure Data Legal Drive aujourd'hui, c'est 1000 clients qui l'utilisent, que ce soit les clients du secteur public, mais bien entendu également du secteur privé. Nous ne sommes pas une solution exclusivement dédiée aux grands comptes tels que La Poste ou des groupes du CAC 40. Nous accompagnons tout type de structures. Ces structures, ça peut être des PME ou des petites ETI qui vont vouloir se doter d'un outil pour structurer ce projet de mise en conformité. Ce que j'entends par structurer un projet de mise en conformité, c'est démarrer par un diagnostic de l'existant, un audit, être en mesure de proposer au travers de l'outil un plan d'action et également accompagner et faciliter ce travail de cartographie de la donnée personnelle, cartographie des traitements. C'est ce qu'on vous présentera aujourd'hui notamment. Data Legal Drive, c'est aujourd'hui 50 collaborateurs répartis en France, notamment sur 2 sites principaux qui sont en Île-de-France et notre centre de développement à Boulogne-sur-Mer. Une perspective d'atteindre 80 collaborateurs à la fin de l'année 2021. Et j'insiste également sur un point important, ce sont des données qui sont en France, hébergées chez un partenaire français, des données qui ne sortent pas de France et qui sont redondées sur 2 data centers. Voilà. Data Legal Drive, c'est aussi quelques trophées que nous avons pu recevoir. Trophée d'or de la Legal Tech de l'année, prix d'innovation du barreau de Paris, victoire de l'innovation juridique également, et un dernier trophée pour lequel nous sommes assez fiers, c'est lauréat du trophée Graines de Boss que nous avons obtenu fin 2020. Quelques exemples de références clients avec lesquels on travaille, comme je disais, assez répartis entre des PME, des ETI et des grands comptes. Donc côté PME, là, l'utilisation de l'application est plus tournée vers comment justement structurer ce projet de mise en conformité. Et côté grand compte, c'est plus effectivement le pilotage global de cette donnée personnelle, pouvoir fédérer des équipes qui auront plusieurs dizaines, voire centaines d'utilisateurs sur, là aussi, des volumétries d'entités juridiques qui sont souvent assez importantes, plusieurs dizaines, voire pour certains de nos clients, entre 200 et 300 entités juridiques sur lesquelles les utilisateurs vont travailler au quotidien et permettre de proposer à des DPO relais
au DPO Group une vision consolidée de l'information en termes, à nouveau, de registre, de documentation et de pilotage de cette activité. Voilà. Et je laisse la main maintenant à Andrea. Merci beaucoup Florian et enchanté à tous. Donc Andrea Jacquemin, je suis cofondateur et CEO de BIMI. Donc BIMI, c'est une jeune structure, on est 24 aujourd'hui, on a multiplié nos effectifs par 2 depuis l'année dernière, on est créé depuis 2017 et on a vraiment commencé la commercialisation il y a maintenant un peu plus de 2 ans. On est en grosse croissance avec une vingtaine de recrutements prévus d'ici à fin 2021. Les clients auprès de qui on va effectivement apporter de la valeur, ça va être vraiment des clients plutôt grands comptes, c'est-à-dire les logos vous pouvez voir ici, qu'ils soient très grands comptes avec différentes entités ou des clients de plus de 1000 employés qui ont justement des aspects de gouvernance, et j'y viendrai après, pourquoi spécifiquement des besoins de gouvernance. Et un point qui est très important, puisqu'on parle d'écosystème SaaS, c'est qu'une des bases technologiques de BIMI, c'est une forme de base de connaissances de l'écosystème SaaS, de plus de 50 000 SaaS qu'on a référencés, sur lequel on a une carte d'identité, sur lequel on a des informations génériques et qui nous permettent par la suite de renforcer notre produit. On est un produit innovant dont le marché est vraiment émergent, qui est celui de la gouvernance des outils SaaS dans les entreprises. Et donc, ce que je vais m'efforcer ici, c'est d'exprimer un peu les problématiques que nos clients rencontrent et la manière dont on les aide à faire face à l'explosion des outils SaaS dans les entreprises. Justement, si on essaye de comprendre ce qu'il se passe et justement ces problématiques auxquelles on répond, vous avez en fait dans les entreprises 2 parties dans l'IT, entre guillemets. Vous avez, je dirais, le socle structurel qui sont dans ces grandes entreprises, finalement des très grosses solutions, des très gros logiciels, des ERP, des très gros CRM, SAP, Oracle, IBM, qui sont des gros logiciels historiques. Et finalement, on est en train de faire une stratégie de move to cloud dans ces entreprises, c'est-à-dire comment on passe de ces très grosses solutions on-prem sur les serveurs de l'entreprise à des outils sur le cloud. Mais finalement, ça c'est un écosystème IT maîtrisé par l'IT, très stable, très bien suivi, très bien maîtrisé, parce que c'est un environnement qui ne bouge pas énormément, on fait juste des grosses mutations sur plusieurs années. Vous avez la partie rouge, et la partie rouge, c'est ce qu'il se passe dans toutes les entreprises, c'est une explosion des outils SaaS utilisés par les métiers, implémentés par les métiers et pour les métiers, en hypercroissance. Et donc, c'est tous ces outils qui servent la digitalisation. En clair, pour chaque process métier, il y a un outil spécifique qui permet de digitaliser des process. Et donc, dans ces entreprises, il y a des centaines d'outils qui sont utilisés. Et ce qu'on remarque dans ces entreprises, on a pris ici 3 cas d'exemple. Je pense que c'est vraiment intéressant d'exprimer ces problématiques. On a pris un exemple d'un retailer avec qui on travaille, un industriel, une banque et assurance, on a anonymisé les exemples. Et avant de travailler avec eux, on leur a demandé combien d'outils SaaS ils utilisaient avant de travailler avec BIMI. Ils utilisaient d'une manière générale avant d'avoir cette vision globale qu'on leur fournit. Voilà les chiffres en vert de ce qu'ils nous avaient partagé. En rouge, c'est le chiffre finalement détecté par nos outils de détection, et j'y reviendrai après. C'est-à-dire qu'en clair, il y a 4 fois plus de SaaS, 3 fois plus ou 2 fois plus selon le type d'entreprise de SaaS qu'initialement estimé. Et il y a une croissance qui fait qu'après 12 mois de travail avec BIMI, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a encore plus de SaaS qui sont implémentés. Et donc, en fait, par exemple, pour ce retailer, on passe de 42 SaaS estimés à 220, en fait, SaaS réellement utilisés et implémentés professionnellement pour digitaliser des process dans les entreprises. Et ce que montre cette slide, c'est un constat qui est présent dans toutes les grandes entreprises. À partir de plus de 1000 collaborateurs, ce sont des centaines d'outils qui sont utilisés. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire que ce sont les métiers qui sont les responsables de ces solutions à plus de la moitié en termes budgétaires. C'est-à-dire que certes, les très gros outils SaaS vont être gérés par la DOSI, par l'IT, parce que c'est des outils qui vont nécessiter des intégrations OSI, mais que 3/4 des outils en termes de volume et plus de la moitié en termes budgétaires, ce sont des outils maîtrisés par les métiers de bout en bout. Donc, l'enjeu, ça va être comment les métiers peuvent rester en agilité pour se développer tout en permettant de mettre un cadre de gouvernance. Et c'est finalement l'enjeu de la plateforme BIMI qui est
de construire une plateforme, et on y reviendra après avec une démo à la suite des témoignages, qui va permettre de construire et maintenir une base de connaissances digitales, donc de faire une détection des outils, de permettre de maîtriser tous ces outils qu'on ne connaît pas, de les gouverner et d'avoir cette base de connaissances digitales pour ensuite permettre de réduire les risques externalisés et d'optimiser la performance de l'écosystème digital. Parce que justement, l'enjeu, c'est ce qu'on dit, c'est que cet écosystème SaaS, c'est le sous-jacent de la digitalisation et c'est le système d'information externalisé qui va devenir de plus en plus stratégique à terme et que ces 200 solutions vont devenir dans les prochaines années 300, 400, 500 solutions. C'est un mouvement inarrêtable puisque c'est le mouvement de la digitalisation et qu'il faut mettre une infrastructure pour permettre de suivre tout ça. C'est l'enjeu de BIMI et je pense que c'est ce que les DPO qui vont s'exprimer autour de leur usage sur BIMI et sur Data Legal Drive vont pouvoir exprimer. Et c'est justement l'enjeu de ce partenariat qu'on construit avec Data Legal Drive, qui est comment, sur ces risques RGPD, ces risques critiques RGPD, on peut apporter une réponse de bout en bout, pas seulement autour de BIMI, mais aussi et surtout avec des outils de registre de traitement de données, les outils centraux des DPO, parce qu'il y a énormément de synergies, d'infrastructures à créer entre nos deux outils. Voilà de mon côté. L'idée ensuite de la partie 2, c'est effectivement de passer au témoignage. Donc je vais passer la parole à Julie Darnaud de Fnac Darty. Bonjour à tous, merci de m'avoir invitée. Donc, je suis DPO groupe pour Fnac Darty. Je suis dans le groupe Fnac Darty depuis une dizaine d'années et je suis un DPO avec un background, je suis une émanation de la direction juridique, donc j'ai plutôt ce profil puisqu'on sait que les DPO peuvent avoir des origines assez variées. Donc moi, je viens de la direction juridique. J'ai été nommée DPO en 2017. Fnac Darty, en quelques chiffres pour vous resituer, donc j'imagine que vous connaissez quand même les enseignes. Fnac Darty, c'est un groupe qui est né du rapprochement entre le groupe Fnac et le groupe Darty en 2016. Aujourd'hui, c'est un des leaders européens de la distribution omnicanal, spécialisé sur les produits technologiques et culturels. C'est le troisième acteur e-commerce en France en termes d'audience. Et pour donner des chiffres un petit peu plus précis, donc c'est 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc à peu près 30% réalisés sur le web. On a aussi une présence sur le web qui date côté Fnac depuis à peu près 20 ans et qui, voilà, une digitalisation et une numérisation qui continue de s'intensifier. Les magasins sont toujours là puisqu'on a 900 magasins au niveau du groupe, hein, qui comprend aujourd'hui, il faut le savoir aussi, le groupe Fnac Darty comprend Nature et Découverte et Wefix. Voilà, et si on se parle aussi en termes de clients et de programmes adhérents qui est très structurel dans notre groupe, on a aujourd'hui 10 millions d'adhérents. Concernant le e-commerce plus spécifiquement, on parle de 22 millions de visiteurs uniques pour le site fnac.com et 14 millions pour Darty. Et pour parler de notre écosystème et de la digitalisation sur le sujet des SaaS qui nous intéresse, aujourd'hui, on est à près de 200 éditeurs SaaS différents qui viennent structurer notre IT et notre écosystème. Donc ensuite, le service DPO, donc je vous disais, moi je suis DPO groupe, je m'appuie sur une équipe aujourd'hui de 2 personnes sur la France. On a aussi des DPO dans les pays, puisque le groupe Fnac Darty est aussi à l'étranger, dans plusieurs pays, notamment Espagne, Portugal, Belgique, Suisse. On s'appuie au niveau du groupe aussi sur une assistante et on travaille beaucoup avec une responsable sécurité RGPD et là ça a aussi du sens, on va le voir tout à l'heure puisque le travail et la coopération avec l'IT sont absolument nécessaires.
Au niveau des missions des DPO, j'imagine que le public qui est ici autour de la table connaît bien le rôle du DPO, donc la conformité des projets évidemment, la gouvernance de la conformité, des actions de sensibilisation, gérer les demandes de droits des clients, contrôler les bonnes procédures aussi en matière de violation de données et de notification. Et là, on a voulu vous donner un petit aperçu de la répartition que constituent aujourd'hui ces principales missions. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la partie contrat, DPA et sécurisation des relations avec les prestataires sous-traitants constitue encore une base très importante. Alors, on s'appuie beaucoup sur la direction juridique pour travailler sur ces aspects. Néanmoins, l'équipe DPO est très sollicitée pour des problématiques de qualification, pour des problématiques d'identification fine des rôles et des responsabilités, et aussi s'assurer, conformément à l'article 28, qui est très important d'avoir en tête là, dans ce qu'on décrit de la relation avec les prestataires, les sous-traitants et les SAS, l'article 28 de RGPD qui rappelle que le responsable de traitement doit s'assurer que les prestataires, enfin les sous-traitants, présentent toutes les garanties suffisantes en matière de confidentialité, de sécurité et de réponse aux obligations du RGPD. Donc, ça nous prend beaucoup de temps. On travaille aussi forcément beaucoup, là on voit 25% sur la mise en conformité des projets de manière plus globale. Et en tout cas, voilà, on passe un petit peu moins de temps sur la gouvernance alors qu'on voudrait s'y atteler mieux. Et sur les opérations du coup de sensibilisation, ou voilà. On attache aussi une grosse partie de notre temps à la réponse aux droits clients, puisqu'on considère que même si on s'appuie sur des services clients, le fait au niveau du service DPO, d'avoir une relation privilégiée et de passer du temps sur les réponses de nos clients, c'est quelque chose de très important. Donc, on le voit, une partie contrat, relation avec les tiers et les sous-traitants qui est très importante. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'on voit entrer BIMI en lice, puisque notre démarche de conformité, elle a été très soutenue par l'IT, qui, dès le départ, nous a proposé de mettre en place une cartographie applicative pour amorcer notre démarche RGPD. Et très vite, on s'est aperçu qu'en fait, cette cartographie applicative, elle concernait uniquement nos gros outils, comme le décrivait Andrea tout à l'heure, nos grosses solutions on-premise, et qu'il y avait tout un pan très important de notre écosystème digital et de notre écosystème de sous-traitants qui n'était absolument pas visible. On parlait d'ailleurs de shadow IT, qui n'était pas visible, pas maîtrisé, et j'ai dû alerter l'IT en leur disant attention, le RGPD, c'est pas que une cartographie des applications, c'est une cartographie des traitements, et c'est pas les risques sont pas uniquement sur le on-premise. On a tout un champ de travail à faire autour de la donnée qui sort de chez nous, qui part chez des prestataires, et quand bien même et pour répondre justement à l'enjeu de l'article 28 du RGPD, qui nécessite qu'on ait toutes les garanties suffisantes, on doit absolument pouvoir comprendre et avoir une vision sur cet écosystème et le maîtriser. Donc, BIMI est arrivé à ce moment-là, pas du tout sur ma demande, plutôt par le biais de la direction juridique qui cherchait à optimiser financièrement la partie SaaS qui, comme on le disait, commençait à être exponentielle. On constate à peu près 30% de croissance annuelle, nous, dans le groupe, sur ces outils, avec aussi la moitié des OPEX qui sont dans les directions, qui sont consacrées à des dépenses sur ces outils. Donc, c'était quelque chose qui préoccupait aussi l'IT de savoir, étant donné qu'on rassemblait le groupe Fnac et le groupe Darty, de s'assurer qu'il n'y avait pas de doublons. Et pour moi, ça a été une opportunité énorme de leur dire, mais en fait, votre outil de cartographie, votre outil d'optimisation financière, moi, il m'intéresse au premier chef parce qu'il va me permettre d'avoir une vision sur tout ce que je n'arrive pas à voir et qui nécessite une énergie incroyable pour le service DPO et les métiers, d'arriver à recenser qui sont ces acteurs tiers, qui sont ces sous-traitants chez qui notre donnée part.
Donc, ça répondait, on le voit au travers de 3 axes aux besoins du DPO, connaissance et maîtrise de l'environnement, ça c'est des partenaires, gouvernance des relations avec les partenaires, puisque ça nous permettait de savoir aussi est-ce qu'il y a un contrat, de permettre de centraliser les questionnaires les questionnaires RGPD et les questionnaires sécurité qu'on demande en amont de la contractualisation pour s'assurer en plus des clauses contractuelles, puisqu'on ne doit pas se tenir uniquement à signer des clauses avec nos sous-traitants, on doit être dans une démarche de vérification et d'audit, entre guillemets. Donc, on avait ces questionnaires sur des tableaux Excel, mais qu'on ne savait pas du tout gérer, qui se baladaient, envoyaient comme ça. Et l'outil de BIMI va nous permettre vraiment de centraliser et d'organiser nos relations au travers de cette gouvernance avec cet écosystème. On le voit aussi sur le 3e axe, en cas de violation de données, permettre d'identifier dans notre catalogue les prestataires qui ont fait l'objet soit d'une violation de données ou qui font l'objet d'un plan d'action précis. Voilà. Donc, ça répondait clairement à un besoin. Et aujourd'hui, BIMI est au cœur un peu de notre gouvernance RGPD. Je ne l'ai peut-être pas indiqué, mais aujourd'hui, on ne s'est pas encore doté d'un véritable outil de gouvernance RGPD au sens strict, comme le décrivait tout à l'heure Data Legal Drive. On est en réflexion autour de ça. Notre première démarche, ça a été plutôt de sécuriser cette partie de cartographie applicative. On est très content d'ailleurs de voir que cet outil BIMI, il peut s'interfacer avec d'autres outils qui vont s'avérer aussi nécessaires pour nous dans notre évolution. Et on le voit, donc BIMI est interfacé aujourd'hui avec notre outil maison de cartographie et d'architecture IT, qui est plutôt basé sur du on-premise, mais qui va permettre d'alimenter sur toute la partie SaaS qu'on ne pouvait pas avoir avant. Il va bientôt être interfacé aussi avec notre outil de contrat tech et de facturation qui est géré au niveau des achats indirects. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, ça va nous permettre, côté DPO, de faire l'interface avec des registres, de centraliser nos questionnaires d'audit et d'assessment, à la fois sur la partie RGPD et sécurité. Et dites-moi, parce que je n'ai pas du tout regardé l'heure, si j'ai encore du temps ou si j'ai largement dépassé. Alors, je pense, Julie, qu'il est probable que tu aies un peu dépassé le temps. Donc, je vais passer, si ça te convient, la parole à Damien Le Goff de la Banque Postale. Puis de toute façon, Bonjour, dans les Q&A, je pense on pourra continuer si besoin en fonction des questions. Merci beaucoup, Julie. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc Damien Le Goff, DPO du groupe La Banque Postale. Je pense que je vais faire assez vite. Présentation, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je suis dans le groupe La Banque Postale. Avant, j'ai aussi je m'en excuse d'avance, aussi une formation juridique et j'ai un parcours très bancaire depuis la fin de mes études. Je m'en excuse 2 fois. Du coup, pour vous dire rapidement, une présentation rapide, mais je pense que la Banque Postale, vous en avez tous un jour ou l'autre entendu parler. Soit votre grand-mère vous a ouvert un compte quand vous étiez petit avec 50 francs, soit vous êtes passé dans nos bureaux de poste. Donc voilà, on est plutôt sur des très grands chiffres, hein, 20 millions de clients. Une banque accessible, puisque du coup, comme vous le savez, on s'adresse vraiment à toutes les populations, aussi bien les clients fragiles que les clients patrimoniaux. Du coup, avec une présence territoriale particulièrement implantée, hein, beaucoup de bureaux de poste que vous connaissez et beaucoup aussi de distributeurs de billets. Juste aussi, juste un chiffre aussi impressionnant, et même moi ça continue de m'impressionner, les 1,5 milliards de visites sur le site de la Banque Postale chaque année. On est vraiment sur du grand chiffre. Donc je vais passer très très vite là-dessus. Vous avez les éléments, mais je vais pas. Du coup, voilà. Bon, le groupe, vous le connaissez, hein, c'est un groupe bancaire et assurantiel, essentiellement bancaire au départ, et puis ensuite, et notamment avec l'intégration de CNP depuis quelques mois, un grand groupe bancaire quasiment dans les 10 plus grands groupes bancaires et
assurantiel européen. Donc, nos sujets d'un point de vue DPO, du coup, je vais là aussi, l'équipe c'est rapide, enfin, on est à peu près 7 collaborateurs au niveau DPO, on a des référents dans toutes les entités. Donc, bien évidemment, nous, notre objectif, c'est, outre le fait d'être des super-héros du RGPD, comme vous le voyez, c'est le respect de la protection des données de nos clients et de nos collaborateurs. Dire qu'on a passé 3 années intenses, et comme je pense tous les DPO, à la mise en conformité avec justement le RGPD, et que je pense qu'on clairement, on a eu un premier travail sur la conformité des strates supérieures, tout ce qui était visible et sur lequel on a vraiment travaillé de près. Et puis ensuite, et c'est justement l'étape dans laquelle nous sommes actuellement, c'est une étape d'approfondissement justement de la connaissance de notre écosystème, l'écosystème en effet technique, parce qu'on s'aperçoit que, et notamment pour un certain nombre d'entre nous qui travaillons encore sur les AIPD, analyse d'impact sur la protection de la donnée, on voit bien qu'on a une connaissance qui n'est pas forcément toujours absolue de notre environnement, notamment technique. Et du coup, d'où pour nous l'intérêt, et on a cette spécificité-là de travailler. Alors, Data Legal Drive, on est en cours d'implémentation, et BIMI, on a déjà démarré des choses avec eux, mais pour nous, c'est vraiment la complémentarité de ces deux outils. Pour l'un, sur Data, du coup, d'avoir un outil performant de registre et qui permette d'avoir une cartographie précise et évolutive de nos traitements. Comme vous voyez, on est quand même sur des grands nombres, donc avec beaucoup à la fois d'entités et de systèmes d'information, parce que comme vous le savez, le milieu bancaire est un milieu où il y a quand même beaucoup de SI. En plus, c'est un milieu très encadré, qui est régulé. On a des régulateurs, on a la CPR, on a les régulateurs européens. On est quand même très regardé. Et donc, du coup, on a besoin d'avoir ces cartographies qui sont le plus précises possible. Et justement, la complémentarité entre l'outil Data Legal Drive et l'outil BIMI, pour nous, est vraiment importante. Du coup, et je tiens à dire que du coup, BIMI, on est particulièrement content des premiers résultats. On n'a pas encore totalement tout fini avec eux, et on va continuer sur la découverte justement de tout ce Shadow IT. Mais je pense que assez rapidement, on découvre l'intérêt. Et puis ensuite, moi, je tenais juste à dire quand même que au départ, notamment sur BIMI, il faut se battre un tout petit peu, puisque quelque part, notamment, les DSI et les achats vont avoir tendance à vous dire, nous, on fait bien notre travail depuis des années, donc forcément, la DSI sait bien, et les DHA, nous, attendez, nous, on paye des factures tous les mois, bien évidemment, on sait. Donc, du coup, il y a quand même cette première barrière qui est à faire tomber sur le fait que tout le monde fasse bien son travail. Bon, c'est pas le sujet, bien évidemment, tout le monde fait bien son travail, mais ensuite, c'est de reconnaître que, quelque part, justement, tous ces outils SaaS se sont développés de manière un peu naturelle, mais de manière pas 100% contrôlée, au moins de manière centrale. Et donc, du coup, le besoin de faire reconnaître à la fois aux achats et à la fois, du coup, à la DSI que tout n'était pas parfait. Et je pense que là, du coup, le DPO peut aider dans ce cadre-là pour justement, par le besoin nouveau qui est le nôtre. Alors, il n'est pas 100% nouveau, mais il a quand même beaucoup explosé sur ces dernières années pour justement mettre en exergue ce besoin. Voilà, je vais vous les faire court. Du coup, j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Non, je pense que c'est très bien en termes de temps. Merci beaucoup, Damien. Je laisse la parole à Lumaps. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Oui. C'est parfait. Bonjour, merci Florian et Andrea pour l'invitation. Ravi d'être là. L'objectif, c'est d'écrire un peu rapidement l'UMAPS, vous décrire un peu comment l'UMAPS se met en conformité sur tous les sujets data protection. Et ensuite, l'intérêt pour nous d'avoir utilisé l'outil Data Legal Drive et voir comment on travaille. L'UMAPS, je pense que vous ne connaissez pas tous cette société, contrairement à Fnac et La Poste, Fnac Darty et La Poste. L'UMAPS, on est un logiciel SaaS
qui fournit un outil intranet et un digital workplace, principalement à des grands groupes qui sont un peu basés dans le monde entier. Ce sont nos clients type que j'ai là fait figurer sur cette slide. On a aujourd'hui 250 employés, 8 bureaux sur 3 continents. On garde cet esprit startup, même si on commence à être un peu nombreux. Donc, j'ai voulu la reproduire un peu sur cette slide, les noms de nos clients, parce qu'on voit très clairement que ce sont des très gros, qui ont des grosses exigences en matière de transparence, lisibilité des données et sur tout ce qui est lié au RGPD. Comment nous, on travaille sur la donnée personnelle? On n'a pour l'instant pas d'IPO, on est en cours de nomination sur ce sujet. On a privilégié le travail en équipe avec le juridique, la sécurité et les HR pour pouvoir travailler sur tous les sujets en même temps et bien suivre cette conformité. Et on a utilisé la fonction et les outils de Florian depuis un peu plus de 6 mois. L'idée, c'est que en fait, on a voulu un peu plus de transparence, démontrer auprès de nos clients lorsqu'on est un peu audité, ça peut être un exemple, ou challengé lorsqu'on est en négociation contractuelle, que tout est en place. Et c'est sur ce travail-là, conformité de nos clients, qu'on a le plus travaillé. Donc, l'UMAPS met en place un outil intranet. Nous sommes donc les sous-traitants de leurs données personnelles vis-à-vis de nos clients qui sont eux responsables. Et donc, c'est à nous de démontrer que nous avons mis tout en place sur le sujet de la conformité. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Et on a aussi, c'est un point important que je n'ai pas évoqué, c'est qu'on a aussi des actionnaires qui sont très exigeants, qui sont des actionnaires américains, en partie Goldman Sachs, qui nous impose beaucoup de choses à mettre en place en termes d'audit, démontrer qu'on a mis les choses en place. Et ça passe par quelque chose d'automatisé, par un monitoring constant et nécessaire sur les fonctionnalités et les applications qu'on a mis en place en interne, et aussi par nos clients qui ont, et tout naturellement, un devoir d'exigence clair. Alors, comment on a travaillé? Aujourd'hui, on s'appuie sur le principe clé que j'imagine vous connaissez par cœur, le principe d'accountability, savoir démontrer qu'on ait mis en place tous les process nécessaires. On sait que le principe d'accountability pèse sur le responsable de traitement de données personnelles, mais ça appartient aussi aux sous-traitants, ici l'UMAPS, d'aider son client qui est responsable, que les choses en matière les mesures organisationnelles, comme évoqué par Julie, sont mises en place. Donc on a, nous, fait le choix volontaire chez l'UMAPS de mettre de côté, parce que tout était bien mis de côté sur les missions classiques évoquées par Julie, je pense à la mise en conformité des projets, je pense au sujet des violations des données, tout ça était déjà mis en place chez nous, c'est assez simple, on travaille en privacy committee avec nos directeurs de sécurité et notre responsable RH, ça c'est géré en équipe. Par contre, on a vraiment vu une vraie valeur ajoutée de l'outil Data Legal Drive sur la partie donc automatisation des process, et sur la partie registre des traitements des données. Sur la partie cœur de service chez l'UMAPS, on a 13 traitements qui concernent directement nos clients. Nous sommes quasiment au quotidien challengés par nos clients pour savoir où sont les données, quels sont nos sous-traitants, nos propres sous-traitants en amont. Et on doit du coup démontrer très rapidement et sans perdre trop de temps où sont ces données, quels sont les DPA mis en place, etc. Et donc, on s'appuie sur l'outil Data Legal Drive pour sortir le résumé de ces registres, si j'ose dire, les bases légales qui sont utilisées pour traiter les données. Et c'est vraiment un vrai plus. Donc, c'est pour moi la fonction plus de cet outil. Et ensuite, on aura dans un second temps une volonté d'utiliser les autres outils, je pense notamment tout ce qui est Shadow IT, évoqué par Damien et Julie. Voilà, mais je serais peut-être intéressé par utiliser les outils d'Andrea aussi sur ça. Très bien. Merci beaucoup.
Pour avancer, pour une question de temps, on passe sur la partie 3 qui est une forme de démo très rapide de nos outils, mais qui va permettre de rebondir sur tout ce qui a été partagé par l'ensemble des témoignages. Donc, je te laisse le début, Florian, et effectivement, on continuera par la manière dont nos deux outils peuvent s'interfacer et justement apporter encore plus de synergie vis-à-vis de nos outils. Exactement, c'est l'objectif, comment piloter vos données personnelles tout en ayant un outil qui vous permet de faciliter cette détection de l'écosystème SaaS. Et merci encore Fabien pour ce retour d'expérience. Donc, quelques illustrations. Vous voyez ici la page d'accueil de l'application Data Legal Drive. Vous allez retrouver sur cette page d'accueil l'ensemble des éléments qui vont permettre à un DPO de piloter, de structurer son activité. Donc, sur la partie gauche de l'écran, vous avez tout d'abord la liste des fonctionnalités et des modules proposés dans l'offre. Donc, pour rappel, c'est une solution globale de gouvernance RGPD. On a pas mal parlé jusqu'à présent à la fois de cartographie logicielle, registre des traitements, mais vous retrouvez également un module d'analyse d'impact, l'accountability, les exercices de droit, module de suivi des violations et également un outil d'AIPD. C'est permettre de piloter vos AIPD directement dans la solution avec un outil qui peut être notamment interopérable avec celui de la CNIL. Donc, sur cette page d'accueil, je vais retrouver l'ensemble des indicateurs me permettant de piloter mon activité. Le taux de complétude de votre registre, les différents domaines dans lesquels vous allez avoir des traitements et puis des indicateurs ensuite que vous pourrez définir. Si on passe au slide suivant, la pierre angulaire de l'outil Data Legal Drive et une des fonctionnalités les plus utilisées, c'est également cette brique de constitution de votre registre des traitements. Donc, je vais retrouver en bas à gauche de l'écran les différents domaines d'activité dans lesquels j'ai des traitements, soit en tant que responsable de traitement, soit en tant que sous-traitant. Et je vais voir ici mon domaine RH, finance, marketing, et associé à l'ensemble de ces domaines, sur la droite, les traitements qui sont rattachés avec leur statut et leur taux de remplissage. Voilà. Tout en rappelant que une des forces aussi de Data Legal Drive, c'est lorsque nous mettons à disposition l'application, nous allons vous mettre à disposition une application qui est pré-paramétrée, qui est préchargée en termes de domaine et de traitement, à la fois issus de notre expertise, mais également complétée des différents référentiels de la CNIL. Maintenant, sur le slide suivant, on va pouvoir rentrer dans le détail d'une fiche traitement. J'ai pris la première, c'est par exemple ici un traitement sur la paye, et l'illustration qui est faite ici, c'est la manière dont Data Legal Drive vous accompagne dans ce processus ici de renseignement d'une fiche traitement de manière collaborative. Comment le DPO peut s'appuyer, et Damien prenait cet exemple tout à l'heure de 40 relais informatique et liberté, comment le DPO peut demander à ces relais d'aller compléter certaines informations pour faciliter ce travail de constitution du registre de manière sécurisée puisqu'un outil de workflow est intégré. Donc, sur cette fiche traitement, je vais retrouver l'identification, ses finalités, ses données, les durées de conservation, réaliser éventuellement votre analyse d'impact. Si on passe sur le slide suivant, on va se rendre compte que dans Data Legal Drive et derrière cette base de gestion de traitement, vous disposez de deux référentiels structurants qui sont les référentiels à la fois de l'ensemble des logiciels qui sont utilisés, mais également de l'ensemble de mon écosystème de partenaires. Donc, l'objectif, ce n'est pas uniquement de cartographier les traitements, c'est de cartographier le traitement, mais tout ce qui va gravir autour de ce traitement, en termes notamment de logiciels et de partenaires. Donc ici, ce référentiel de logiciels, et Andrea en fera la démonstration dans quelques instants, peut être préalimenté dans Data Legal Drive à partir de la détection automatique qui a été faite dans BIMI. Et ensuite, ce référentiel de logiciel, sur le slide suivant, on va se rendre compte qu'il est directement alimentable à partir d'une fiche traitement. Donc, je constitue ici mon traitement de la paye et je vais dire, ce traitement, j'accède à la liste des logiciels qui auront été préalimentés et issus de la détection automatique de BIMI. Et donc, j'ai bien ici cette vision à 360 degrés sur tout ce qui va concerner mon traitement en termes de contacts, de logiciels, de sous-traitants et quelles sont les entités du groupe également qui vont pouvoir s'appuyer sur ce traitement. Donc ça, c'est
la manière dont l'outil et la complémentarité, la manière dont l'outil va permettre de récupérer ces informations et la complémentarité BIMI Data Legal Drive, l'objectif in fine est bien entendu d'offrir au DPO une vision consolidée, une vision sous forme de reporting et de tableau de bord. Et c'est la raison pour laquelle, sur le slide suivant, vous voyez ici des illustrations. Donc le rendu de ces données, on a vu tout à l'heure que dans nos logiciels, on avait des données qui passaient chez des sous-traitants. Je vais pouvoir ici avoir le mapping de ces flux transfrontaliers et la manière dont ces données justement vont circuler dans le monde. Je vais pouvoir identifier quels sont mes logiciels avec des notes de risque, parce qu'ils ne sont pas forcément en conformité avec le RGPD, la liste des logiciels et surtout, à nouveau, le mapping logiciel traitement. Je vois ici en bas à droite de l'écran, je m'appuie sur Alpha Gestion. Alpha Gestion, il y a 12 traitements et en un simple clic, je peux aller identifier tous les traitements qui seraient liés à ces logiciels. Et donc, je repasse maintenant la main tout simplement à Andrea. Je vous ai présenté sur le slide précédent comment cette liste de logiciels était arrivée jusqu'à Data Legal Drive et Andrea vous en fait la démonstration maintenant, comment ces SAS sont détectés dans votre écosystème. Tout à fait. Donc là, je vous montre la plateforme BIMI qui, comme effectivement Florian le disait, est alimentée par une détection. Je vais être très rapide sur la détection qui permet d'alimenter après le catalogue BIMI. Donc, c'est une détection qui est automatique et qui va dépendre de différents flux de données qu'on va récupérer au sein de nos clients. Donc, ça va être des flux de données fournisseurs. Donc, on va récupérer des listings fournisseurs, en fait, tout ce qui va être extraction comptable, évidemment anonymisée, mais c'est-à-dire tous les fournisseurs qui ont facturé le groupe. Et nous, on va avoir des outils de machine learning qui vont analyser le fournisseur et savoir si c'est un fournisseur qui va être logiciel ou qui peut avoir une dominante logicielle. On va aussi analyser tous les logs de navigation des employés. Et je tiens juste à faire une remarque là-dessus. C'est évidemment anonymisé. On ne fait évidemment pas de tracking d'utilisateurs. Ce qui nous intéresse, c'est la concaténation de l'ensemble des logs de connexion sur des URL. Ce qui nous intéresse pour nous, c'est de déterminer parmi les URL lesquelles sont des URL de solutions technologiques qui sont des solutions SaaS. Et donc, en fait, on va avoir de la donnée qui va être consolidée, qui n'est pas de la donnée, je le redis, afférente à un utilisateur, mais à l'échelle de l'entreprise. Et ça nous permet d'identifier aussi les solutions qui vont être utilisées ou par les logs SSO. Donc, en fait, on va permettre de détecter ces logiciels et ensuite de les ajouter au catalogue. Et donc, cette détection, elle est continuelle et automatique. Et c'est ça qui permet, là, aujourd'hui, sur ce slide, il y a 216 produits, mais d'en avoir après 30 qui sont ajoutés. Julie parlait d'une croissance de 30%. C'est pour ça que cette détection, elle n'est pas one-shot, elle est continuelle. Et comme le disait aussi Damien cette fois-ci, il y a à un moment un peu parfois un peu de réticence aussi de la partie IT ou de la partie achat, notamment quand on va dire on va analyser aussi le listing fournisseur, parce que l'achat dit oui, mais si c'est un fournisseur, on le connaît. Et le problème, c'est que c'est tous ces fournisseurs qui sont des services qu'on n'a pas tagués SaaS. Et donc, c'est tout ça l'enjeu, c'est de reconstituer un catalogue complet des outils SaaS effectifs dans le groupe. Et vous allez pouvoir le voir dans une forme catalogue globale, mais également avec différents groupements selon la catégorie logicielle, groupements par département, groupements par marque, groupements par mode de déploiement plus précis. Et ça, c'est lié à la taxonomie logicielle qui est derrière BIMI. Vous voyez, vous avez des logos à chaque fois et en fait, derrière chaque application, vous avez une fiche d'identité. Si on va sur une fiche solution, donc vous avez ces 216 solutions et pour chaque solution, vous avez une fiche d'identité qui est dynamique et qui dépend d'une base de connaissances, les 50 000 SaaS dont je vous parlais, plus de données qui sont spécifiques et résiduelles et inhérents à la manière dont vous travaillez avec eux. Et donc, on vous donne cette fiche d'identité et on vous donne toutes les informations liées à la collaboration contractuelle, RGPD, sécurité, même RSE, de savoir qui sont les référents métiers, parce que comme le disait Julie, si à un moment on a une faille de sécurité, c'est très important de savoir qui est le point de contact éditeur, qui est le point de contact métier, comment est-ce que je peux avancer là-dessus. Et on a 48 heures ou 72 heures pour avancer, donc il faut aller très vite. Et vous allez retrouver chacune de ces fiches dans une vision tableau, je le redis, avec des scores aussi, des scores RGPD, des scores globaux avec un ensemble d'informations où sont stockées les données. Nous, on va se coordonner avec l'éditeur pour récupérer toutes ces informations autour du risk assessment, c'est ce que disait aussi Julie.
Et vous allez avoir une dernière partie sur BIMI qui est la gouvernance. C'est comment aussi on responsabilise les métiers. Et je tiens bien à souligner ce point que vous connaissez tous sur l'accountability des métiers sur la RGPD, mais c'est aussi comment on responsabilise les métiers autour des logiciels qu'ils gèrent, qu'ils ont payés, qu'ils ont contractualisés. Et derrière, ça joue évidemment sur la RGPD. Et donc tout l'enjeu, c'est que ce soit les métiers qui fassent des demandes logicielles et que la RGPD soit notifiée des nouvelles demandes ou notifiée des nouvelles détections. Et de toute façon, la détection fait office de, je dirais, garde-fou. Et donc, on voit bien, là, assez vite, la complémentarité entre Data Legal Drive et BIMI. L'enjeu de BIMI, c'est de constituer un catalogue mis à jour en permanence avec une détection continue pour avoir ces fiches d'identité hyper complètes et toute la donnée autour de ces solutions. Et d'autre part, l'enjeu de Data Legal Drive, c'est construire ce référentiel et ce registre autour des logiciels. Et donc, BIMI va alimenter Data Legal Drive par le catalogue applicatif, par toutes les données de carte d'identité qu'on va avoir, puisque c'est notre job. Et donc, quand on regarde, je le redis, la complémentarité, il y en a 3 d'intégration. Le premier, c'est BIMI fournit le référentiel à jour de logiciels avec toutes les informations granulaires de risk assessment, de DPA, d'informations génériques, et alimente, entre guillemets, aussi automatiquement Data Legal Drive, non pas sur les traitements de données, mais sur les logiciels. Et Data Legal Drive pioche dans cette liste pour associer les logiciels au traitement. Il y a l'autre réciproque qui est que sur BIMI, on veut aussi référencer les traitements qui sont liés au logiciel. Donc, ce qu'a montré Florian autour de tel logiciel à tant de traitement, c'est important de le mettre aussi dans BIMI, dans la fiche d'identité de BIMI. Donc là, c'est le retour inverse pour que l'ensemble des métiers aussi suivent les traitements qui sont liés à leur logiciel, mais vraiment liés au logiciel aussi sur BIMI. Et il y a un dernier point qui est la gouvernance. Je redis, la gouvernance, c'est un enjeu majeur. Ce n'est pas juste un enjeu de remédiation, comme celui de la détection de la maîtrise. C'est un enjeu du futur des applications qu'on va implémenter. Et BIMI, comme je disais, depuis notre plateforme, on va pouvoir avoir de la détection et des demandes de nouvelles solutions. Et on va pouvoir notifier Data Legal Drive directement là où se trouve le DPO. Attention, vous avez tel logiciel détecté qui peut avoir des traitements de données derrière que vous ne connaissiez pas. Et comme je dis, 3/4 des logiciels SaaS ne sont pas connus, sur lesquels il y a forcément des données personnelles qui sont traitées. Donc c'est tout un enjeu aussi d'être notifié très régulièrement. Attention, nouveau logiciel, attention, demande de logiciel, mise en conformité nécessaire. Et Data Legal Drive et BIMI peuvent, en réciproque, travailler ça pour le bénéfice de nos clients. Et c'est tout l'enjeu de Fnac Darty et de la Banque Postale, d'avoir aussi cette interconnexion et d'avoir de la consistance dans les informations et dans la gouvernance. Voilà à peu près sur la complémentarité. Je ne sais pas si Florian, tu veux terminer sur cette partie de complémentarité ou c'était aussi très bon pour toi? Ah, Florian, il y a ton micro qui est coupé. Merci Florian, on est parfaitement en phase, Andrea. Et effectivement, la complémentarité permet d'associer une solution qui cartographie les SaaS à une solution qui cartographie les traitements et de pouvoir justement ainsi optimiser cette gouvernance en réconciliant ces 2 référentiels et en les partageant en temps réel. Super. Eh bien, écoutez, je pense que c'est l'heure des questions. Floriane, tu vois, est-ce que tu as déjà eu des questions dans l'échange? Et oui, tout à fait. Donc, merci pour vos différentes interventions. Et effectivement, on a des questions, notamment à destination de nos 3 témoignages et notamment pour Julie, Damien et Fabien, avec une première question qui est la suivante. Dans un document de 2012, la CNIL évoquait que dans un certain cas, les éditeurs SaaS pouvaient être considérés comme responsables conjoints et non simples sous-traitants. Quel est le retour d'expérience du coup de Fnac Darty, de la Banque Postale et de l'UMAPS sur ce sujet? Est-ce qu'il y a une tendance qui, pour vous, se dessine? Alors, Julie, je vous laisse peut-être intervenir en premier et puis Damien ensuite. Oui, je peux commencer. Alors, clairement, la tendance au niveau des logiciels SaaS, c'est plutôt la sous-traitance, parce que même si, il se trouve que le fait qu'un éditeur détermine certains moyens liés à la sécurité de sa solution, etc., dans la plupart des cas,
on considère quand même que les finalités d'usage et les finalités de traitement restent déterminées par le client. Donc, si on parle de tendance, clairement, la plus forte tendance, c'est que ces éditeurs de logiciels SaaS sont des sous-traitants et il y a peut-être effectivement une petite partie avec certaines spécificités qui vont entraîner vers éventuellement une qualification de responsable conjoint, mais sinon, d'ailleurs, c'est certainement l'amalgame, enfin en tout cas la terminologie que j'ai employée tout à l'heure. Pour nous, les éditeurs SaaS sont la plupart du temps des sous-traitants. Oui, je partage, hein, c'est vrai que c'est le plus souvent des sous-traitants. Ensuite, il faut faire une analyse au cas par cas parce que c'est vrai qu'il y a des cas différents. Il y a aussi de temps en temps des traitements conjoints. Donc, plus on rentre, plus on s'aperçoit qu'il n'y a jamais une solution toute noire ou toute blanche. Mais au global, on est quand même plutôt dans cette tendance-là. Alors, une autre tendance qui en expérimentant aussi les questions de qualification, il y a une granularité plus fine aussi dans certains cas qui peut arriver et je pense que cette question, elle va peut-être bouger effectivement vers des qualifications différentes, mais aujourd'hui, il y a quand même voilà, plutôt la tendance vers sous-traitant. Je ne sais pas si... Eh bien, oui, merci. Fabien, est-ce que vous avez peut-être un petit mot également et un complément d'information? Pareil, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Ouais. Non, en phase, on est, nous, pleinement dans un rôle de sous-traitant en tant que fournisseur SaaS vis-à-vis de nos clients qui nous imposent leurs spécifications de sécurité, autrement dit, les moyens à mettre en œuvre pour assurer la confidentialité de leurs données. Donc, oui, ça va dans ce sens. Très bien, merci pour vos réponses. Donc, j'en profite pour rappeler à tous les participants à l'événement que c'est le moment pour poser voilà, toutes vos questions. On y répond dès maintenant. Après, bien sûr, vous pourrez nous recontacter ultérieurement pour nous poser également des questions peut-être plus précises ultérieurement. On a donc une autre question sur comment les outils BIMI ou l'UMAPS permettent d'augmenter le nombre de traitements cachés dans le Shadow IT avant, après pour Fnac, La Poste avec l'outil Data Legal Drive. Par exemple, si la Fnac estime à 200 le nombre de traitements SaaS avec données personnelles, combien ont pu être repérés par BIMI? Entre parenthèses, taux d'efficacité. Donc là, c'est une question voilà, où je pense que Andrea a peut-être une précision là-dessus à apporter. Je peux répéter. Hein. Ouais. Oui, est-ce que tu peux répéter un tout petit peu, Florian? Oui, bien sûr. Donc, c'était comment BIMI, justement, permet d'augmenter le nombre de traitements cachés dans le Shadow IT avant, après. Donc, c'était notamment aussi avoir le retour d'expérience justement de Fnac Darty et de la Banque Postale avec l'outil DLD. Donc, par exemple, si la Fnac estime à 200 le nombre de traitements SaaS avec les données personnelles, combien ont pu être repérés par BIMI? Quel taux d'efficacité? C'est ce qui est demandé par le participant. D'accord. Je pense que le taux d'efficacité est difficile à déterminer parce que c'est pas si simple, quoi. C'est-à-dire c'est pas binaire et un traitement, en fait, on le redit, en fait, oui, il y a des traitements sur les SaaS déjà au premier titre, des traitements salariés, de données salariées, mais après, il y a beaucoup de SaaS qui vont effectivement aussi, souvent ce qu'on dit, c'est que le SaaS, c'est le fer de lance de c'est les outils qui sont les plus en front avec les clients. Donc, c'est certain que, d'une part, il faut connaître tous les SaaS au niveau de la donnée, du traitement de données salariées qui est fait dans les usages autour du SaaS et des données qu'on peut y stocker, mais évidemment sur les données clients. Maintenant, la RGPD, c'est toujours plus complexe, c'est-à-dire que après, il faut déterminer vraiment, est-ce que c'est un traitement qui est vraiment uniquement autour de cet outil, est-ce que c'est un traitement qui est plus global? Donc, aujourd'hui, j'aurais du mal, moi, à répondre là-dessus. C'est sûr que derrière chaque outil et les 3/4 d'outils qu'on détecte en plus, il y a beaucoup de traitements et qu'ensuite, c'est un travail aussi un peu de longue haleine d'arriver à reconstituer les choses. Et si je pense tout l'objet du partenariat avec Data Legal Drive, qui est récent,
c'est de faire une jonction beaucoup plus forte entre les traitements qui sont sous-traités par ce prestataire et les traitements qui sont référencés dans le registre. Mais c'est un travail de longue haleine et c'est l'enjeu aussi du partenariat avec Data Legal Drive. Voilà ce sur quoi je peux répondre. Merci Andrea. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite apporter des précisions? Je pense que c'était très clair. On est bon. Nous n'avons pas d'autres questions, donc merci à tous pour vos réponses. Merci à tous les participants d'avoir suivi ce webinaire. On a été ravis de l'animer et surtout, on vous envoie un petit mail à tous pour vous transmettre le lien vers le replay de l'événement, nos coordonnées, le support de présentation et répondre à toutes vos questions parce que je suis sûre que d'autres questions vont émerger dans les prochains jours. Et en tout cas, on reste à votre question. Il y a une autre question qui vient d'arriver, je crois. Alors, en effet, on a une autre question donc, qui remercie donc, évidemment tous nos intervenants pour ce webinaire. Et on nous demande comment les outils donc, de BIMI et Data Legal Drive sont intégrés, échange de données, mise à jour de l'un vers l'autre, synchronisation, mise à jour. Donc ça, je laisse peut-être effectivement du coup Andrea et Florian répondre à ce sujet sur la situation actuelle. Oui. Tu veux répondre, Andrea? Tu veux que je prenne la main? Tu veux commencer et puis je continue? Allez, allons-y, je vais commencer. Alors, tout à l'heure, je vous avais présenté dans Data Legal Drive, donc sur une fiche traitement, la manière dont la fiche traitement va vous permettre d'avoir une vision à 360 degrés, notamment avec les sous-traitants et les logiciels SaaS qui seraient utilisés. Derrière cette liste de logiciels SaaS, vous avez un référentiel structuré. Ce référentiel, il va pouvoir être alimenté de différentes manières. Aujourd'hui, ce qu'on a développé, c'est un outil d'import de l'ensemble des logiciels qui auraient été détectés sur BIMI, qui va préalimenter ce référentiel logiciel. Et ensuite, l'utilisateur n'a qu'à relier ses SaaS directement à sa cartographie des traitements. Ça, c'est le premier moyen d'utiliser et d'importer l'ensemble de ce référentiel. Et je vais peut-être laisser la main à Andrea sur les évolutions qui arrivent en termes d'intégration. En fait, effectivement, si on revient un peu sur ces trois complémentarités fortes. Dans les deux cas, le point 1 et le point 2, en fait, BIMI et Data Legal Drive ont tous les deux des outils d'import-export. Et dans le cadre d'une intégration avec un client, c'est une intégration d'import-export via SFTP qui est relativement simple et qui permet effectivement de faire des mises à jour dans la donnée entre nos deux outils. Donc ça, c'est lié un peu, il n'y a pas de nécessité de faire des ajustements, je dirais, de visuels sur la plateforme, puisque c'est juste de la donnée, un schéma de données qu'on importe ou qu'on exporte dans les deux outils et une automatisation de l'import-export en fait entre les deux outils. Sur la partie 3, ce n'est pas une intégration qui est encore effective, puisque là, ça nécessite une vraie intégration API avec un vrai système de push, de pull entre, par exemple, on détecte un nouvel outil, il y a un nouvel outil implémenté, ça arrive sur l'interface, c'est le dashboard de Data Legal Drive, le dashboard de Data Legal Drive, il y a des actions qui permettent ensuite d'arriver sur le dashboard de BIMI. Là, aujourd'hui, ça nécessite une intégration API qu'on n'a pas encore développée et qui est un sujet un peu plus profond. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on pourrait parfaitement faire avec nos clients là très bientôt. Comme on vous le dit, c'est un partenariat qui est assez récent. Donc sur le 1 et le 2, c'est très simple et c'est ongoing. Sur la partie 3, c'est effectivement un partenariat qu'on va construire avec nos clients là dans les prochaines semaines, prochains mois. Merci Andrea et justement n'hésitez pas également à nous solliciter si vous êtes intéressés. On serait ravis d'avoir vos retours et de pouvoir échanger plus en détail avec vous. Nous n'avons pas d'autres questions cette fois. Merci Julie pour l'intervention. Merci Julie, merci Damien, merci Fabien. Merci à BIMI aussi pour l'organisation de cet événement. On a été ravis. Pensez à nous suivre sur LinkedIn et puis à aller voir effectivement tous les prochains événements qui sont organisés. Sur le site de Data Legal Drive, on a une partie événements qui pourra être utile. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Merci infiniment à tous. Merci. Merci également pour vos interventions. Merci à tous. C'était un vrai plaisir de co-animer ce webinaire. Tout à fait. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.